On nous rabâche que le sport est la solution à tant de problèmes, et personne aujourd'hui n'oserait dire le contraire. Mais peu de gens le pratiquent régulièrement. Les raisons avancées sont simples, pas assez de temps, la fatigue ou encore le manque de motivation. Et si toutes ces raisons n'étaient pas réellement celles qui vous empêchent de vous y mettre? Et si toutes ces raisons étaient des leurs? L'emblématique cours d'EPS est pour beaucoup d'entre nous notre première découverte du sport. Certains adorent, alors que d'autres détestent ce moment. Il y a juste à regarder le florilège de mauvais souvenirs qu'on peut trouver sur internet associés à ce fameux cours. On retrouve des propos homophobes, des propos sur les gros, des anecdotes sur les règles. Le mien, c'était toujours celui-là, être le dernier choisi par mon équipe parce que j'étais nul en sport. Ceux qui ont vécu ces situations savent de quoi je parle. Ceux qui étaient à l'aise en sport diront que ça forge. Riront de ces tweets, et c'est vrai, il y en a des drôles. Mais pour des adultes qui ont banni le sport de leur vie, ces expériences sont leurs seuls souvenirs du sport. Leur impact est considérable. Moi, première partie de foot, je me retrouve au goal, un grand classique, et je me retrouve avec un ballon qui m'arrive en pleine figure et qui éclate totalement mes lunettes au sol. Moi, je peux vous dire que je me suis pas remis au foot tout de suite. Ce type d'expérience avec le sport est associé à des émotions négatives, la honte, l'anxiété, la frustration. James Clear, dans son livre Un rien peut tout changer, Atomic Habits en anglais, évoque les 4 lois du changement de comportement, permettant d'instaurer une habitude de vie durable. La 4e loi nous intéresse, c'est la loi de la satisfaction, et son corollaire, l'insatisfaction. Nous sommes plus susceptibles de répéter un comportement lorsque l'expérience a été satisfaisante. L'histoire du chewing-gum est une illustration parfaite de cette loi. Commercialisée dans les années 1800, les premières versions sont faites à base de résine fade et insipide. Mais un homme va révolutionner cette industrie. Il ajoute des arômes de menthe verte et un goût fruité qui rend le produit agréable à utiliser. Le produit est le même dans sa composition. C'est toujours une résine. Mais l'arôme et la sensation de fraîcheur offrent un plaisir instantané, une émotion positive. La consommation explose et le chewing-gum devient une habitude mondiale. A l'inverse, si une expérience n'est pas satisfaisante, nous avons peu de chances de la répéter. Aujourd'hui, le mot sport agit comme une parole blessante pour ceux qui n'en font pas. Il est comme un gros mot. Le sport contient des injonctions cachées qui nous sabotent dans notre volonté de nous y mettre. La montée d'Internet et des réseaux sociaux accentue une connotation spécifique du sport. Il est aujourd'hui intimement associé à l'esthétique. L'esthétique, c'est un sentiment, une perception du beau. Pourtant, dans sa définition classique, aucune mention n'est faite à l'esthétique au beau. Le sport, en vrai, c'est juste une activité physique visant à améliorer sa condition. Et dans un second temps, il peut permettre de transformer son corps. Après, je dis pas que le concept de beau doit être absent du sport. J'ai moi-même des objectifs esthétiques en ce moment. En soi, c'est pas négatif d'avoir un objectif esthétique, au contraire. Mais le résumé à ça pousse des gens qui ne sont pas familiers avec le sport à le voir uniquement sous cet aspect-là. L'association quasi systématique entre le sport et l'esthétique nous le montre comme une activité qui doit produire des résultats perceptibles sur le corps. C'est avec cette approche que beaucoup de personnes se mettent au sport. Vous connaissez tous les photos avant-après, ce sont ces transformations physiques spectaculaires qui sont faites sur une courte période de temps. Plus la période de la transformation est courte et visible, plus le contenu est viral, car c'est censé vous inspirer à vous aussi passer massivement à l'action. Une étude a voulu savoir si ce genre de post favorisait la motivation des gens. Résultat, 80% des gens sont découragés dans leur pratique sportive après avoir vu ces photos ou ces vidéos. 48% se sentent même mal à l'aise vis-à-vis de leur propre corps. C'est une étude qui a été menée par ASICS pour la Journée mondiale de la santé mentale. Ces photos laissent croire que le principal pouvoir du sport est de transformer le corps. Elles ne s'intéressent qu'à l'aspect esthétique et provoquent des comparaisons irréalistes à l'origine d'une perte de confiance en soi ou de sentiments négatifs. Ces stats montrent qu'une approche du sport par l'esthétique nuit en fait à la santé mentale et décourage de faire du sport. Elle pousse les gens à se mettre au sport uniquement quand ils veulent modifier leur physique. Elle pousse les gens à arrêter le sport s'ils n'obtiennent pas ce changement d'apparence qu'ils souhaitaient. L'esthétique peut être une source de motivation ou un objectif, surtout quand ça fait un moment que vous faites du sport. Mais l'esthétique, comme seul et unique indicateur de progression, peut vous laisser sur le côté pendant un bon moment. Car se transformer physiquement, c'est long et ça implique bien plus que juste du sport. C'est aussi majoritairement l'alimentation et la qualité du sommeil. Une autre approche consiste à montrer que le sport a des effets non visibles sur le corps et sur l'esprit. La campagne d'ASICS va à contre-courant de ce qu'on voit sur Internet autour du sport. Bien moins vendeur, mais bien plus proche de la réalité. Elle montre le réel pouvoir transformatif du sport sur l'esprit. Les bienfaits du sport sont bien plus larges et la plupart ne sont pas visibles. Il existe un discours caché dans la société. Nous nous devons désormais d'être en bonne santé. Chaque individu est responsable de sa santé et le sport a une place fondamentale pour atteindre cet objectif. Derrière le mot sport, il existe donc une obligation qui ne dit pas son nom.
Nike l'a insufflé dès les années 90 dans nos têtes avec un slogan que tout le monde connaît sur la planète. I run 17 miles every morning. On voit sur la vidéo un vieil homme de 80 ans qui court 17 miles, soit à peu près 27 km. Ce slogan introduit une idée très culpabilisante. Chacun peut se prendre en main et doit se prendre en main. Avant, l'idée prévalente était qu'on ne pouvait rien faire face à la santé. La maladie était une fatalité, elle relevait de la médecine, donc pas de notre ressort. On ne s'intéressait à sa santé qu'à l'occasion de la survenance d'une maladie. Et quand on en parlait dans le débat public, c'était souvent pour relater des progrès techniques liés à la médecine, mais jamais rien sur comment mener nos vies. La médecine n'intéressait pas vraiment, car on considérait que ça ne nous touchait pas directement. Aujourd'hui, la santé est devenue l'affaire de tous. Elle n'est plus strictement liée à la médecine. On doit bien manger, bien dormir, passer moins de temps devant nos écrans, vivre dans un environnement sain, non pollué et calme. Et si vous ne faites pas ça, attention, c'est pas bien. Vous ne prenez pas soin de vous. Si nous avons le pouvoir de changer, alors nous devons changer. Progressivement, on est devenu de plus en plus responsable de notre propre santé. Ce discours a permis à quasiment tout le monde de s'approprier la santé. Partout, tout le monde nous parle de santé. Les conseils sont de plus en plus diversifiés. On entend des conseils santé révolutionnaires qui vont changer votre vie à tout jamais. Ça passe par le petit verre de jus de citron le matin qui va vous faire perdre du poids, aux effets miracles du régime frugivore, ou encore manger des testicules de taureau et du foie de bœuf afin de retrouver le régime de nos ancêtres. Cette évolution est bonne en soi, on vit beaucoup mieux qu'avant. Mais d'un autre côté, on a des dérives parce qu'on se met à mettre au même niveau des conseils baqués par des études scientifiques solides et des conseils sortis du cul d'un charlatan qui cherche à se faire de l'argent. Et cette ultra-exposition aux injonctions de santé, aux petits conseils santé miracles, crée deux catégories de personnes. D'un côté, on a des gens qui s'autonomisent et qui essaient de répondre eux-mêmes à leurs problématiques de santé quotidienne. Et d'un autre côté, on aurait des gens qui ne font rien ou quasi rien. Cette injonction à prendre en main sa santé laisse beaucoup de gens sur le côté. Il ne faut pas oublier qu'elle demande du temps, de l'éducation, mais aussi parfois des moyens financiers pour mieux s'alimenter, se former. Faire se sentir mal les gens, les culpabiliser, c'est pas efficace pour changer le comportement des gens. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Share this song, and if you call me a donut, that's fine. Vegan As long as donut. you're vegan from now on. On voit une youtubeuse végane qui a une communication entièrement centrée sur la culpabilisation. Elle dit à Gordon Ramsay que manger des animaux, c'est mal. Gordon réagit en mangeant un énorme burger et ça plaît aux gens. Car on déteste écouter quelqu'un nous dire ce qu'on doit faire. Un autre exemple, c'est les paquets de cigarettes. À une époque où le gouvernement voulait faire baisser la consommation de cigarettes, il a mis des images de mort, des images très choquantes sur les paquets. On s'est rendu compte qu'en voyant ces images, les gens n'allaient pas arrêter de fumer. Au contraire, ça les incitait à fumer davantage. Parce que quand on voit des images stressantes, on a envie de se déstresser. Et pour un fumeur, se déstresser, ça veut dire fumer une cigarette. De la même manière, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, si on lui montre des images de corps incroyablement parfaits, ou si on lui dit qu'il doit se mettre au sport, ça va pas forcément l'aider et lui donner envie de prendre conscience qu'il a envie de se bouger. Bien au contraire. La personne va vouloir se rassurer, et pour une personne qui ne fait pas de sport, se rassurer, ça peut vouloir dire manger, boire, fumer, ou scroller sur les réseaux, s'allonger sur son canapé, ou généralement ce sera une action, une habitude qui est en contradiction avec l'esprit du sport. Souvent essayé d'installer l'habitude d'aller au sport 3-4 fois par semaine, et au moment fatidique, il y avait toujours cet effort mental à réaliser avant la séance. Le changement d'état, passer de passif à actif, était encore plus dur à réaliser que l'état en lui-même. Mais alors je me suis demandé comment amener du sport durablement dans ma vie. Comment faire du sport un besoin essentiel tel que manger, boire, dormir. Un truc que j'aurais pas peur de perdre avec le temps. Et pour ça, un changement inconscient dans ma manière de voir le sport a tout changé. Si vous êtes capable de vous fixer comme objectif 3 ou 4 séances de sport la semaine, c'est génial, tant mieux pour vous. Cette partie de la vidéo pourrait vous intéresser, mais elle ne vous est pas destinée directement. Elle s'adresse plutôt aux gens qui ont de grosses difficultés pour se mettre au sport, ou ceux qui ne tiennent jamais sur la durée. Quand j'avais l'approche d'aller faire du sport avec un nombre de séances défini à l'avance, il y avait toujours cette projection, visualisation de moi-même à la fin de la journée, qui soit avait fait du sport, ou soit n'en avait pas fait. Comme une espèce de mentalisation culpabilisante. Quand je voulais faire du sport, il fallait généralement que je me rende à un endroit. Salle de musculation, parc de street. J'avais le choix d'y aller en vélo, en bus ou à pied. Je choisissais toujours le bus. Derrière ce choix, il y avait une mentalité d'optimiser mon temps à tout prix. Alors que je gagnais pas tant de temps que ça, peut-être 5 minutes. En fait, je perdais beaucoup plus. Je perdais une expérience où j'allais voir des personnes, des situations différentes. Mes sens et mon corps allaient être stimulés. Mais je perdais quelque chose d'encore plus dommageable, le mouvement.
Je choisissais de me poser dans un bus, d'être assis, d'être passif, au lieu de me mettre à bouger et d'être actif. Alors même que le but de prendre ce bus, c'est d'aller me bouger et de faire du sport. Me rendre à ma séance en choisissant le mouvement plutôt que la passivité a tout changé. Faire ma séance n'était que la continuité d'un mouvement engagé depuis le départ de chez moi. Et quand je partais de chez moi, il n'y avait pas de gros obstacles à franchir. Il fallait juste marcher ou prendre mon vélo. Et en soi, ça, c'est pas très difficile. Aujourd'hui, on cherche beaucoup à optimiser notre temps, car on a des vies mouvementées, chargées, c'est vrai. Mais appliquée au sport, cette optimisation du temps à l'excès peut être contre-productive et même absurde. On a des gens qui prennent leur voiture alors qu'ils habitent à une distance de marche de leur salle de sport, justement pour aller courir sur un tapis. Je ne les blâme pas, je fais ça de manière un peu inconsciente et par facilité. Façon puissante de me mettre à bouger est donc venu un changement d'état d'esprit. J'ai arrêté de penser de façon binaire en moment où je fais du sport et en moment où je n'en fais pas. Avant, je voulais optimiser mon temps à l'excès et faire cette séance de sport le plus rapidement possible pour passer à autre chose. À la place, j'ai commencé à raisonner en termes de mouvement. Et plein de moments de ma journée sont devenus des opportunités pour intégrer du mouvement. Les petits gains de temps liés au transport sont devenus des moments où je pouvais prendre mon vélo, où je pouvais marcher. J'ai arrêté de me mettre la pression avec des objectifs trop rigides et je me suis mis plutôt à bouger de manière plus légère et sans poser mon mental entre moi et l'action à réaliser. Ça passait par des trucs simples, faire une partie de ping-pong avec un pote tous les soirs, aller faire une balade avec ma copine ou aller chercher des bouteilles d'eau au supermarché à pied. Et vu que ces efforts étaient moins durs à réaliser qu'une séance de sport dans sa globalité, mon mental ne s'interférait pas dans le processus de mise en action. Ensuite, progressivement, on se prend au jeu, car littéralement tout peut être prétexte au mouvement. On réfléchit, on se demande, où est-ce que je peux optimiser les phases de mouvement dans ma vie ? Où est-ce que je peux bouger plus dans mon quotidien ? Mais attention, je dis pas que le mouvement doit être une excuse pour en faire le moins possible et être autosatisfait si on monte les escaliers une fois dans la journée. L'approche par le mouvement, c'est davantage un état d'esprit à intégrer un peu partout dans sa vie quand on le peut. Le mouvement a l'avantage de nous donner plus d'options dans notre quotidien que le sport. Il peut se faire partout et en utilisant ce qu'on a à disposition. Pas besoin d'être inscrit dans une salle de sport, pas besoin de faire partie d'un club avant de faire du mouvement. Personnellement, je vais courir près de chez moi, je marche quand je peux, je prends mon vélo quand je peux. Et tout ça nécessite quasiment pas de matos car au final, il y a plein d'installations qu'on peut trouver près de chez soi. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, on ne dit plus salariés mais collaborateurs. Les cotisations sociales sont devenues des charges. L'immigration se transforme en flux migratoire. Ces changements lexicaux s'observent dans les médias avant que nous les adoptions. On pourrait croire à une simple évolution de la langue, mais c'est bien plus que ça. Ces changements sont opérés pour nous influencer à travers leurs connotations. Chaque terme porte en lui un stéréotype qui le teinte d'un caractère particulier. Les mots créent notre réalité et influencent notre vision du monde. Le mot sport n'y échappe pas. Il induit la performance, la réussite, le culte de l'esthétique. Alors pourquoi ne pas utiliser le mouvement plus ouvert, plus neutre, comme nouveau paradigme pour accompagner davantage de gens à se bouger dans leur vie ?